France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous. L'acteur Clovis Cornillac est passé maître dans la réalisation en adaptant le roman de Pierre Lemaitre, Couleurs de l'incendie, deuxième tome de la trilogie du prix Goncourt, après Au revoir là-haut, et quatrième long métrage pour Clovis Cornillac, notre invité, alors que son film éponyme sort en salle aujourd'hui. Le Book Club des cinéastes romanciers, rendez-vous à 12h50 pour parler de ces liaisons heureuses avec Lucas Belvaux et Maria Larrea. Ils viennent du cinéma, ils sont réalisateurs, ils sont scénaristes et ils se sont lancés dans un premier roman, chacun sans totalement laisser tomber les codes du cinéma. Ils nous diront pourquoi. Une émission programmée par Henri Leblanc et préparée par Laura Dutèche-Pérez. À la mort de son père, ancien banquier, Madeleine Péricourt hérite d'un empire financier, mais plus dure sera la chute. Le patriarche disparu, le destin s'abat sur elle et sur son fils Paul. Une plongée dans la France et l'Allemagne des années 30 avec son lot de bassesse, de trahison, de veulerie, mais aussi de grandeur des sentiments. Vengeance, revanche, avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Fanny Ardant, Olivier Gourmet et la bande est grande et la bande-annonce, c'est tout de suite. Bouquet des premiers jours, lilas des Flandres, douceur de l'ombre, couleur de l'incendie. Je lègue donc à ma fille Madeleine Péricourt la totalité de mes actions dans la banque dont je suis le fondateur. C'est quand même mon intuition qui a permis à votre banque d'être là aujourd'hui. Non, Gustave, c'est mon père. Vous allez épouser Madeleine et devenir président de la banque. J'ai toujours été votre ami, n'est-ce pas? J'ai besoin de 300 000 francs. Vous aider ne va pas être possible, mon oncle. Moi, je peux vous aider. Mon journal vous soutient depuis 3 ans. Dans 3 mois, ils vous mangeront la main. Faites-moi confiance. Vous êtes ruiné. C'était votre plan, n'est-ce pas? Vous me retrouverez sur votre route, Gustave. Et bonjour Clovis Cornillac. Bonjour. Bonjour. Ça n'est pas votre premier film, mais c'est une étape importante assurément et on le voit à l'écran avec Couleurs de l'incendie. C'était une prise de risque pour vous. Le moment de confirmer avec ce film, ce tournage, la mue que vous êtes en train de réaliser, de l'acteur au réalisateur, cette métamorphose. Peut-être, mais en tous les cas, c'est totalement inconscient de ma part. En fait, je pense qu'il y a quelque chose, c'est revenu souvent ces derniers temps à la sortie aujourd'hui du film, avec la rencontre avec notamment des confrères à vous, des journalistes, qui disaient, mais alors, est-ce que quelle pression ou le fait de s'attaquer à cette typologie de cinéma et tout ça. Et je pense que j'ai une forme entre la naïveté et la bêtise qui me permet d'avoir une force incroyable de ne pas avoir peur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis habité par quelque chose et que je me dis « je vais le faire », peu importe l'ampleur, en fait, c'est pas ça que je vois. J'ai pas d'angoisse, c'est pas lié à une... On fait des métiers qui ne sont pas liés à une compétition. Dans le sport, par exemple, comme j'ai beaucoup combattu dans les sports de combat, c'est quelque chose, gagner, se confronter, le défi, le challenge, ces choses-là sont éminemment concrètes. Et je trouve que dans la fabrication du cinéma, la passion qu'on peut avoir pour ça, finalement, tu n'as pas de limite. C'est-à-dire que si ça te paraît juste, tu ne projettes rien à part ton projet. C'est-à-dire, il y a pas, je ne vois pas loin. Je vois vraiment sur le film à faire, ce qui m'enchante, ce qui m'anime. Et du coup, je ne ressens pas ces passages, mais je l'observe. Justement parce que... Par le regard des autres. Exactement. Ouais. Et je me dis, ah oui, donc en fait, oui, probablement. Et probablement de manière... pas consciente, quoi. Votre premier film, c'était un peu beaucoup aveuglément, sorti en 2015. C'est un peu votre définition, votre rapport au cinéma, finalement, que ça qualifie. Le cinéma, vous l'aimez un peu beaucoup aveuglément, en tout cas ce rapport à la réalisation. Ça a été un coup de foudre inattendu.
parce que effectivement, la rencontre avec la réalisation, c'était quelque chose que je m'étais interdit depuis toujours. Il y a eu sûrement plein d'interviews de moi affirmant bec et ongle que jamais on me verrait réaliser. Et quand je l'ai fait, je ne m'attendais pas, je pensais que j'allais vivre une expérience qu'il fallait rencontrer dans ma vie d'acteur pour régler aussi des choses vis-à-vis du travail. Et je m'attendais pas à tomber fou amoureux de quelque chose qui me semblait totalement interdit, quoi. Donc, pourquoi vis-à-vis du travail? Vous êtes un compulsif? Non, parce que justement, je pense que j'étais arrivé à un moment dans le cinéma où j'ai eu le sentiment d'avoir des sortes de sentir comme des déceptions par rapport aux projets auxquels je participais. C'est-à-dire, je projetais beaucoup de choses. Et notamment de rater un film, c'est pas grave, j'en veux jamais aux gens de rater parce que c'est pas je suis pas juge absolu de ce qui est bien et pas bien, mais de me rendre compte que j'arrivais sur des projets, j'étais très excité et je me disais en fait en face je voyais pas beaucoup de travail, pas beaucoup d'implication, de point de vue, tout ça. Alors j'avais le sentiment que finalement il y avait une histoire, qu'une fois que le film était monté financièrement, la réalisation c'était filmer des acteurs qui jouent. Et finalement après au montage, alors tu filmes dans tous les axes, toutes les valeurs, et puis à l'arrivée au montage il y avait souvent un monteur qui faisait quelque part le film plus que... Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça va être terrible parce que je veux surtout pas devenir aigri, quoi. L'acteur ringard qui fait « je vous en vends » ou avec une sorte de truc amer. Donc j'ai tout refusé, j'ai tout arrêté. Je me suis dit, ah, stop, il faut que tu arrêtes. Parce que tu le fais pas... tu peux pas en vouloir aux gens des choses que tu acceptes. Donc c'est à toi de ne pas accepter et de ne pas y aller et d'arrêter d'y aller en croyant qu'à chaque fois il va y avoir... Et j'étais retourné au théâtre à ce moment-là, j'avais besoin de dire des choses belles et intelligentes, donc j'avais eu la chance de pouvoir jouer la contrebasse de Susskind. Et pendant 3 ans, j'ai pu être intelligent pendant 2 heures sur scène, à redire des choses... bien mieux que moi, et de les vivre. Et pendant ce temps-là, il y a une sorte de gestation, et puis à un moment, je me suis dit, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est peut-être que tu te confrontes une fois dans ta vie à la réalisation, et derrière, tu auras probablement, tu vas te rendre compte de tous les écueils, de tous les trucs, et tu seras beaucoup plus indulgent avec probablement les futures réalisatrices, réalisateurs avec qui tu travailleras. Mais ce que je n'avais pas du tout prévu, c'est qu'en fait, à partir du moment où j'ai commencé la préparation du film, parce que le montage financier, c'est pas sexy, hein, c'est pas très drôle, franchement. Bon, il y a aussi des producteurs pour aider pour ça. Oui, mais c'est quand même toi qui te mouilles, donc c'est un calvaire, quoi. C'est que de l'angoisse, t'as pas de réponse, c'est compliqué d'avoir... Et puis, mais dès que tu commences la préparation, je me suis dit, c'est pas possible, quoi, que tout ça me passionne autant. Et ça a été comme ça jusqu'à la sortie du film. Et là, j'étais surpris. Puis pour la première fois de ma vie, j'ai été artiste. Donc, quand tu as touché à ça... Pour la première fois de votre vie, vous avez été artiste? Oui, artiste. Parce que le comédien n'est pas un artiste. Alors, pour moi, je suis artisan d'art quand je joue. C'est quelque chose que j'adore, que je trouve extrêmement plus que utile et noble. S'il n'y a pas d'artisanat d'art, tu ne peux pas faire de l'architecture. Ce n'est pas l'architecte qui va faire la boiserie et qui va proposer un béton ciré d'une telle manière qui va aller chercher à tel endroit. Moi, j'ai l'impression d'avoir ma petite boutique de marqueterie quand je travaille pour les réalisateurs ou les réalisatrices. Et j'essaye de... Avec votre boîte à outils. Exactement. Ouais. Puis j'essaye de comprendre leur projet et de proposer à l'intérieur. Et s'ils me disent, non, tu vois, j'aimerais une marqueterie comme ça ou comme ça, je dis, ah ok, d'accord, alors je vais essayer de bosser là-dessus. Et c'est passionnant, c'est génial. Mais quand un jour, tu penses tout le bâtiment, et que tu as tous les artisans d'art à ta disposition que tu dois nourrir en disant non les gars, on va travailler là-dessus. Non, tu vois, j'aimerais que sur les costumes, on ait cette dimension-là, comment les tapisseries à l'époque, comment... C'est-à-dire que...
Et donc là, tu es vraiment artiste parce que en fait, c'est toi qui as tous les pinceaux. Et il y a des gens avec, mais c'est dément comme sentiment. Tu inventes ton monde, quoi. Tout ce qui est dans le cadre, hors cadre, c'est ton monde. Les sons, le temps passé avec le monteur son à aller chercher des bruits de porte, des vents, parce que tout ça, c'est de la dramaturgie. Donc à chaque fois, c'est des écritures qui se superposent, c'est dément, c'est une folie, quoi, c'est génial. J'allais vous demander la définition du réalisateur, de la réalisation, ce que c'était que ce boulot, finalement, vous venez de l'expliquer très bien. Ah bon ? C'est un grand chantier, un projet, avec tous les artisans d'art qu'on s'est choisis pour le réaliser. Et au final, ça fait une œuvre qui est aussi collective. Et c'est ça qui change avec le boulot peut-être de comédien, c'est que, et avec le boulot de sportif, avec ces défis que vous lanciez dans vos têtes, c'est que ce défi-là, ce challenge, il est personnel, mais il est aussi collectif. Et là, c'est le téléphone qui nous rappelle que le temps passe avec ce petit, finalement, petit son. C'était mal. très important et qu'il faut qu'on parle de Couleur de l'incendie. Cette adaptation du grand roman de Pierre Lemaitre. Et il est fort comme romancier pour faire souffler l'épique dans ses livres. Comment vous avez fait, vous, comme réalisateur, pour faire souffler le romanesque à l'écran ? Je sais pas comment, et puis je sais pas comment, parce que c'est tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire que c'est chaque chose qui s'accumule. En fait, moi, ma manière de travailler, évidemment, une fois qu'on a le scénario, la manière de travailler, c'est j'écris toute la mise en scène en amont du film. C'est-à-dire, écrire la mise en scène, c'est noir sur blanc. Il y a sur chaque séquence, les mouvements de caméra, les valeurs de plan, le déplacement des personnages dans le décor. Donc tout ça est écrit bien, bien avant le début de la préparation même. C'est la pré-préparation. Donc ça, c'est une manière de se dire... Qu'est-ce que je raconte, pourquoi je le raconte et comment je le raconte. Donc ça commence par là. Et puis évidemment, le casting, et puis évidemment la musique, et puis évidemment, c'est tout ça qui va donner ce plan, par exemple, du début. Je commence le film par un plan séquence. Pour moi, ça illustre l'écriture de Pierre. Je trouve qu'il y a... Moi, quand je lis les bouquins de Pierre, je me fais aspirer par quelque chose. Et j'avais envie d'aspirer le spectateur dans une histoire en disant « Ok, ça y est, on va partir. » Et c'est presque un « Il était une fois », quoi. C'est amusant de vous rencontrer comme ça, monsieur Dupré. Ces jours-ci, je pensais justement à vous. Je cherche quelqu'un pour un travail. Quel genre de travail ? D'enquête sur des gens. Et je me demandais si... Si j'étais un homme à faire ça. Vous avez besoin d'une canaille et vous vous dites que ça doit sûrement se recruter chez les ouvriers, c'est ça ? Mais pas du tout, monsieur Dupré. Pour une fille de banquier, de l'ouvrier à la canaille, il doit pas y avoir bien loin, non ? Je me suis trompée, monsieur Dupré. Excusez-moi. Sur qui vous voulez enquêter ? Un ancien banquier, un député de l'Alliance démocratique et un journaliste célèbre. Mon salaire sera de 1000 francs par mois, plus les frais. Mais c'est énorme. Faites-le vous-même, alors. D'accord. Pourquoi acceptez-vous ? Parce que j'ai vu ce qu'ils vous ont fait. À vous. Et au petit Paul. Léa Drucker et Madeleine Péricourt, héritières déchues, face à l'ancien chauffeur de la famille dans cet extrait. Vous, Clovis Cornillac, devenu chauffeur de taxi et qui va devenir enquêteur parce que la vengeance, la revanche commence à poindre son nez et à se mettre presque en action. C'est une réplique de fiction qu'on vient d'entendre là. Mais ça aurait pu être une réplique de votre vie aussi. Vous avez été une canaille à un moment aux yeux des autres ? Une fausse. J'ai eu beaucoup de camarades qui étaient des vrais canailles et pour qui, en fait, ça se finit jamais bien. C'est pas drôle, en fait. C'est sexy au cinéma, dans la littérature aussi. Je trouve que c'est très... ça nous amène beaucoup de choses fortes. Mais dans la vraie vie, c'est un peu
c'est comme les films de guerre, quoi. Les films de guerre, il y a des films de guerre absolument splendides, bouleversants, mais la guerre, c'est dégueulasse et c'est moche, quoi, en vrai. Mais on se raconte autrement à travers le récit, parce qu'on a besoin aussi d'aller se frotter à ça. Puis il y a des valeurs à ces endroits-là qui ne sont pas inintéressantes de temps en temps. Donc vous auriez pu être une vraie canaille, mais vous êtes devenue une fausse canaille, qui a choisi aussi, comme son personnage dans le film, puisque vous êtes réalisateur mais aussi acteur, dans ce film Couleur de l'incendie que vous avez réalisé, de suivre le droit chemin, en fait, d'avoir des valeurs que vous teniez. Vous êtes un acteur populaire et en même temps, ce que je trouve très intéressant, c'est que vous n'avez jamais cherché à gommer. Alors qu'est-ce que c'est vos origines en lissant votre phrasé, hein, vous avez gardé cette gouaille, elle vous vient d'où? J'en sais rien. J'en sais rien parce que c'est pareil, c'est des choses. Je crois pas en tous les cas, moi, j'ai jamais recherché à maîtriser tout. J'ai l'impression que j'ai l'impression d'avoir vraiment évolué, de bouger, d'avancer avec les gens que je rencontre, dans ce que j'ai fait au théâtre, par exemple, avec les metteurs en scène de théâtre que j'ai rencontrés, cette manière de lire, par exemple, de comprendre des textes, de tout ça. C'était pas quelque chose qui m'était naturel au départ, mais se changer, devenir quelqu'un que t'es pas. J'ai dû essayer une ou deux fois, genre vers, je sais pas, 17, 18 ans, à aller dans une soirée parce qu'on t'a dit que c'était bien d'y aller, que tu pourrais rencontrer un tel et que c'est important. Et en fait, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je me dégoûte, quoi. Il y a quelque chose je me dis, je peux pas trouver ma place sans être moi. Et donc, je sais pas d'où ça vient, cette manière de parler. Ça doit être je sais pas. Elle vous a porté chance, cette manière de parler, au théâtre aussi, parce qu'avant la réalisation, il y avait le cinéma comme acteur, mais avant le cinéma, il y avait le théâtre surtout. Vous ne pensiez pas non plus faire du cinéma un jour. Et c'était les deux. Ouais. C'était les deux. Et au théâtre, du coup, vous avez pu interpréter tous les rôles avec cette voix si particulière? En tout cas, beaucoup. Tous non, mais beaucoup. Et puis surtout, énormément gâté dans un théâtre, le théâtre subventionné, qui était un théâtre a priori pas fait pour moi. J'ai pas fait d'école, j'ai pas fait le conservatoire, le TNS, tout ça. J'aurais pas dû être là en vrai. Donc c'est des métiers. On va pas se raconter d'histoire où il faut avoir beaucoup de chance. Et moi, la chance, elle est avec moi depuis tout petit, quoi. Donc je la caresse tous les jours parce que j'en ai vraiment conscience. C'est pas une fin en soi, hein, ça suffit pas, mais c'est un totem. C'est-à-dire que ne pas avoir conscience de ça dans nos métiers, c'est très malhonnête. La chance, le talent, le travail, qui les a débusqués chez vous? Vous parliez des metteurs en scène, il y a eu Peter Brook, il y a eu Alain Françon, ouais. Pas des moindres. Hein. Qui vous a donné votre chance? Tous. Ils m'ont tous. Moi, la chose que je pense que eux m'ont apporté les opportunités et ce désir étrange de venir chercher un gars comme moi, qui n'était pas du sérail de ça. Ça prouve bien qu'ils sont très ouverts, que c'est des gens absolument. Et voilà, il n'y a pas d'œillère, tout ça n'est pas fermé. Et puis, moi, ce que je leur rendais, et je pense que j'ai pu leur amener, c'est Peter qui me disait ça quand j'ai fait le Mahabharata, c'était justement le corps. Lui, il travaillait beaucoup sur la manière d'être impliqué dans le corps, entre les silences et le corps, les mouvements, tout ça. Parce que je lui avais demandé un jour, j'ai dit, mais pourquoi tu es parti de la Royal Shakespeare Company? Ça faisait classe quand même. Moi, j'entendais ça, je me disais, voilà, c'est quand même et Laurence Olivier, les machins et tout. Et il disait, mais j'ai énormément travaillé là-bas, j'aime beaucoup les acteurs anglais, énormément. Mais j'avais ce problème j'avais des têtes et des acteurs extrêmement intelligents, extrêmement fins, de grands acteurs, mais qui n'avaient pas de corps sur scène. Et ça, ils voulaient travailler sur les corps. C'est pour ça que je pense que moi, je suis rentré par là, en vrai. Et avec Françon, au début, quand on a commencé à bosser ensemble, lui, il vient de Saint-Étienne, il vient d'un milieu populaire,
Et en fait, il avait beaucoup de mal à parler à l'époque, Alain. Aujourd'hui, c'est génial parce qu'il parle. Mais dans les années 80, c'était un gars qui donnait aussi des coups de pied dans les fauteuils, quoi, et qui n'arrivait pas à dire. Et donc, j'étais comme un camarade il y avait un côté, je pense, organique, très... et au milieu de tous ces gens extrêmement talentueux, sortant de grandes écoles, étant des grandes actrices et tout ça, ça amenait un côté un peu rough, quoi, je pense. Rough. Oui, un peu... Enfin, je sais pas... un peu granit, je sais pas... Oui, rugueux. Rugueux. 1968, voilà l'année qui est inscrite sur votre pull aujourd'hui, votre pull à col roulé blanc. 68, c'est un état d'esprit. Passer de l'autre côté de la barricade, peut-être, qu'on retrouve dans ce film Couleur de l'incendie. Et puis c'est aussi tout bêtement... Mon année de naissance. Voilà, Clovis Cornillac est notre invité jusqu'à 12h30. Vous aurez sûrement reconnu la trompette d'Ibrahim Malouf avec ce titre essentiel qui est aussi le générique d'À Voix nue sur France Culture. Il sera Ibrahim Malouf ce jeudi à l'auditorium de Radio France pour un concert symphonique avec l'Orchestre national de France. Et puis à noter aussi la sortie d'un nouvel album Capacity to Love dans les bacs depuis le 4 avec de nombreux invités tels Mathieu Chédid ou Flavia Coelho. Pierre Lemaitre, dont vous adaptez le roman Couleur de l'incendie, Clovis Cornillac est romancier. Et avant même d'adapter son propre roman, il était un peu scénariste dans l'âme, on pourrait dire. Il a une écriture déjà dans ses romans assez cinégénique. Alors la particularité, c'est que vous êtes réalisateur, vous êtes comédien, mais vous n'êtes pas scénariste. Vous n'avez pas signé le scénario de ce film. Vous avez fait appel à l'auteur lui-même et vous avez travaillé avec Pierre Lemaitre. Pourquoi vous n'écrivez pas, vous, les scénarios de vos films ? Ça, c'est l'étape d'après encore ? Oui, je vais me méfier de ce que je dis parce que comme j'ai tellement affirmé que vous ne feriez pas tout ça, mais il s'avère que je trouve que scénariste est un métier incroyable. J'ai besoin d'avoir des scénaristes. Je ne sais pas écrire, je parle. Vous l'avez remarqué. Donc, je travaille avec des gens qui savent écrire des scénarios et je trouve ça formidable d'avoir cette qualité de gens qui savent faire leur métier. Et c'est un metteur en scène pour vous, Pierre Lemaitre ? Probablement dans l'écriture de ses propres romans, oui. Ouais. C'est-à-dire, après, si un jour il fait un film ou il fait une pièce de théâtre, on verra. Parce que il le fait peut-être dans ses livres. C'est vraiment mettre
vraiment physiquement. Et ça, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'était délicieux de bosser avec Pierre Lemaitre, qui est un auteur que je suis depuis ses premiers romans policiers et tout ça, c'est polar, j'adorais. Et l'homme a été absolument remarquable avec moi, parce qu'il m'a dit, voilà, moi mon bouquin il est fait, je suis très heureux de ça, maintenant le scénario ce sera ton film, demande-moi ce que tu veux. Et ça, je me dis, l'élégance du bonhomme, le talent, parce que de savoir entre romancier et scénariste, c'est quand même, c'est pas du tout la même chose. C'était pas évident, même si il avait déjà fait, mais moi j'avais pas lu. Et c'était d'une douceur, un bonheur de travailler avec Pierre, et je le remercierai jamais assez de cette complicité très douce. Oui, parce qu'il est un peu comme ça, Pierre Lemaitre. Il est, comment vous disiez tout à l'heure en anglais, un peu rugueux. Ouais. C'est pour ça qu'on s'aime bien, je crois. Mais quand il donne tout. Les romans de Pierre Lemaitre, ils sont déjà passés sur grand écran. Au revoir là-haut, par Albert Dupontel, primé 5 fois au César. Son polar, 3 jours et une vie, par Nicolas Boukrieff. Comment on trouve sa patte quand l'univers d'un auteur, alors pas ce livre-là, mais a déjà été adapté et déjà passé à l'écran? Comment vous avez cherché votre voix à vous, VOX presque? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je n'ai pas... réfléchi. Non, c'est vraiment très... oui, c'est organique, quoi. Il y a quelque chose... C'est comme si tu étais habité par un point de vue, tu as quelque chose à raconter à tous les niveaux. Et à partir de ce moment-là, il y a les autres, c'est tout l'intérêt, je pense, de la mise en scène ou de la réalisation, c'est le point de vue. Et donc, si tu le cherches par rapport, je pense que tu te perds. Si tu as quelque chose à dire, alors dis-le, fais-le. Et ça demande beaucoup de travail. Oui, et de glisser son point de vue dans les chaussons d'un autre. Finalement, on imagine que vous avez dû être aussi toujours dans cette tension, dans l'adaptation entre la fidélité et la trahison par rapport au roman. De toute façon, pour moi, il n'y a pas de trahison, parce que je viens aussi du théâtre, et typiquement, on n'aurait plus jamais monté Hamlet, on n'aurait jamais vu les Molières, si ce n'était pas à chaque fois, et des acteurs, et surtout des metteurs en scène ou des metteuses en scène qui ont un point de vue et qui racontent ce texte autrement. C'est pas une trahison forcément sur le texte, c'est vraiment le faire révéler à des endroits qui nous sont propres. Et à partir de là, quand les histoires, quand les choses qu'on a à raconter à travers un texte, il n'y a pas de trahison. La trahison, ce serait justement d'avoir aucun point de vue et de rien faire avec, d'avoir rien à dire avec. Alors ça, je me dis, mais quel intérêt pourquoi faire un film, les amis, si c'est pour faire tous les axes, avec des gens qui montent sans toi, avec des gens qui disent, on va mettre cette musique, enfin voilà. Il avait quelque chose à dire. Clovis Cornillac a donc réalisé Couleurs de l'incendie en salle aujourd'hui avec une belle famille d'acteurs. Merci beaucoup à vous d'être passé, nous en parler. Et Sébastien Thème nous a rejoint. Bonjour Sébastien. Bonjour Olivia. On va continuer à entretenir ces liaisons heureuses. Avec un book club entre littérature et cinéma, on reçoit 2 auteurs qui ont délaissé temporairement les tournages pour publier 2 romans, le réalisateur Lucas Belvaux et la cinéaste Maria Larrea. Et pour les auditrices et auditeurs, dites-nous quelles sont les personnalités du 7e art que vous avez aimé découvrir dans l'intimité d'un livre. #Book Club Culture. À partir de 12h50, soit dans une vingtaine de minutes après le journal de Thomas Cluzel. France Culture, l'esprit d'ouverture.